مشاهدين الكرام مرحبا بكم في مع المغرب من Washington. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. I'd like to start today's program by offering our sincere and heartfelt condolences to the family of Ryan, to the people of Morocco. Nous tenons tout d'abord, avec toute l'équipe de production de ce programme, à adresser nos plus sincères condoléances à la famille du petit Ryan, ainsi qu'à tous les Marocains et aux courageux sauveteurs qui ont tout fait pour sauver Ryan. J'adresse mes plus sincères condoléances et toute ma sympathie au roi Mohammed VI qui a ressenti et partagé la douleur de son peuple lors de cet événement tragique. Un drame qui nous a tous affligés, qui nous a rappelé notre devoir de protéger tous les enfants du monde ainsi que leur droit à une vie digne. Une fois de plus, je voudrais exprimer la peine que nous partageons avec le peuple marocain. Que le Seigneur garde et protège tous nos enfants. Mes plus sincères condoléances à vous tous. Soyez donc les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous avec le Maroc depuis Washington. Au programme aujourd'hui, le 5e anniversaire du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. En février 2017, le Maroc a réintégré l'instance africaine après 32 ans d'absence. Le Royaume, pour protester à l'époque contre l'attribution d'un siège au Front Polisario, avait quitté la défunte OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a donné naissance à l'Unité africaine en 1984. Un retour, il y a 5 ans, guidé par un consensus sur le fait que la présence du Maroc à cette tribune aiderait non seulement l'Union africaine à considérer la question du Sahara de manière plus globale, mais aussi permettrait aux dirigeants marocains de contribuer à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays du continent africain. 5 années qui ont prouvé la justesse d'une telle approche car le Maroc est devenu un partenaire indispensable dans la lutte contre les changements climatiques, le terrorisme et l'extrémisme violent et pour la résolution pacifique des conflits. Le Maroc reste fermement attaché au principe de solidarité africaine face à la pandémie et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'initiative du roi Mohammed VI de fournir des aides médicales à plus d'une vingtaine de pays pour soutenir leurs efforts contre ce fléau. Par ailleurs, concernant le règlement du différend autour du Sahara marocain, l'Union africaine a réaffirmé son soutien au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations unies. Il y a quelques semaines, le Maroc a été réélu pour un mandat de 3 ans au CPS, le Conseil de paix et sécurité de l'UA, ce qui le place au centre du processus décisionnel dans l'un des organes les plus importants de l'organisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons donc plus en détail de ces développements en mettant l'accent sur le sens de ce retour du Maroc au sein de l'UA. Nous passerons en revue les grands défis auxquels l'Union africaine sera confrontée dans les années à venir et verrons comment le Maroc peut contribuer à relever ces défis et contrer l'hostilité incessante de l'Algérie à son égard au sein de ce cénacle. Pour faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un chercheur chevronné, ancien haut fonctionnaire américain et spécialiste des affaires marocaines et africaines. Notre invité est le docteur Peter Pham, chercheur associé à l'Atlantic Council à Washington. De 2018 à 2020, l'ambassadeur Peter Pham a été nommé envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Puis en 2020, il a été nommé le premier envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, un nouveau poste spécialement créé à l'époque pour lutter contre la multiplication des violences, permettre la sécurité de la circulation et assurer l'assistance frontalière, politique, économique et sociale dans la région du Sahel. Le poste comprenait également la coordination avec les partenaires internationaux et le consortium des parties engagées avec le gouvernement américain pour aider à restaurer la stabilité dans la région grâce à des programmes de soutien sur les volets de la sécurité, de la gouvernance, de la libéralisation politique, du progrès social et du développement économique. Avant de travailler à l'Atlantic Council en 2011, l'ambassadeur Peter Pham a été vice-président principal du Conseil de sécurité nationale et de la politique étrangère américaine et professeur associé au département des sciences politiques et d'études africaines de l'université James Madison. Il a également siégé au groupe consultatif supérieur pour le leadership américain en Afrique
et a été vice-président de l'Association pour les études moyen-orientales et africaines. Et de ce fait, il est un véritable spécialiste des affaires africaines. Mais avant d'entamer notre discussion avec notre invité, nous allons commencer par donner la parole à notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., bienvenue. Alors, que retenir de ces 5 années marquées par le retour du Maroc au sein de l'Union africaine? Qu'a-t-il apporté au continent africain? Adam, tout d'abord, permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances à la famille du petit Ryan et au peuple marocain. C'était vraiment un incident tragique qui a secoué le monde. Nous l'avons suivi de près ici aux États-Unis, car c'était parmi la une de l'actualité internationale depuis plusieurs jours. Les Américains se sont concentrés sur les prières de supplication pour un sauvetage en toute sécurité de Ryan. Malheureusement, cela ne s'est pas produit et nous ne pouvons qu'adresser nos condoléances pour cette tragédie. Nous espérons vraiment éviter un tel incident à l'avenir. Écoutez, je pense que le Maroc a fait un excellent travail au cours des 5 dernières années en exportant la stabilité vers le continent africain. Un continent qui a connu beaucoup d'instabilité, surtout au cours des dernières années à cause d'un certain nombre de coups d'État militaires. Le Maroc a joué un rôle très important d'appui politique au processus de négociation entre les parties libyennes. Il a joué un rôle de premier plan dans la réunification des rangs des Libyens pour une solution pacifique en Libye. Le Maroc a également joué un excellent rôle dans le développement du Sahara marocain et l'adoption d'une politique d'exportation soucieuse des pays voisins. Le Maroc a participé de manière active au développement du continent par ses actions de solidarité, son approche basée sur le principe de développement, mais aussi par ses investissements qui visent le partage de croissance à l'échelle du continent. En effet, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a représenté le Maroc au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, a réitéré l'engagement du Maroc à développer l'Éthiopie, qui a connu des événements dramatiques durant le passé. Ainsi, le Maroc a joué un bon rôle à cet égard, en plus de la contribution du Royaume dans le domaine de la sécurité. À titre exemple, la contribution du Maroc par des F-16 aux côtés des États-Unis et de nombreux autres pays de la coalition internationale contre Daesh a déjà fait une différence dans la destruction du soi-disant califat que l'organisation terroriste a tenté d'établir en Irak et en Syrie. En regardant ce que le groupe Daesh a fait en Afrique du Nord et dans d'autres régions pour propager l'extrémisme, nous constatons que le Royaume du Maroc a contribué à surmonter ce problème et a ainsi joué un excellent rôle dans le soutien de la stabilité et de la sécurité en Afrique. Je vous remercie et je me tourne à présent vers Peter Pham. Peter, vous avez consacré votre carrière aux affaires africaines. Comment avez-vous interprété le retour du Maroc au sein de l'Union africaine il y a 5 ans? Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui besoin du Maroc et réciproquement, que lui apporte-t-elle en retour? Thank you, Adam, for having me here today. And let me first preface my remarks by Merci Adam de m'avoir reçu. Permettez-moi d'abord de me joindre à vous et à JD pour exprimer mes plus sincères condoléances pour la mort du petit Ryan dans l'incident tragique que nous connaissons. Un incident qui a uni le monde, les Américains, les Marocains et le reste des peuples du monde. Je présente mes sincères condoléances personnelles à la famille Ryan, au peuple marocain et à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et comme vous l'avez dit, Adam, l'incident a reflété la fragilité de la vie humaine ainsi que les espoirs quant à l'avenir. Morocco, as it acknowledges in its constitution, its history, is very much a part of Africa. And so there's a part Le Maroc, par sa constitution et son histoire, fait partie intégrante de l'Afrique. Par conséquent, lorsque le Maroc n'est pas dans une liaison directe avec le continent africain, il y a un sentiment de manque d'une partie de l'Afrique. C'est ce qui s'est passé lorsque le Maroc a été absent de l'Afrique pendant 30 ans à cause d'une décision que je considère illégitime d'inclure le Front Polisario dans l'organisation de l'unité africaine. Néanmoins, le Maroc a maintenu sa participation en Afrique, mais il y avait un manque d'équilibre avec l'absence du Maroc, de l'organisation de l'unité africaine puis de l'Union africaine lors de sa création il y a 22 ans. Cela a été fixé lorsque Sa Majesté le roi Mohammed VI a effectué plus de 40 voyages en Afrique, avant de demander l'adhésion du royaume à l'Union africaine. Au cours des 5 dernières années, nous avons été témoins du leadership impressionnant et unique du Maroc, travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs.
En fait, les contributions que le Maroc a apportées pour le progrès en Afrique au cours des 5 dernières années et l'équilibre que le Royaume a rétabli dans le traitement de la question du Sahara, avec la volonté du Maroc de participer au dialogue, sont des choses que nous devons vraiment prendre en considération. Peter, permettez-moi de vous demander plus de précisions concernant les contributions du Maroc au cours de ces 5 dernières années. Nous avons entendu ce que Djidi a dit concernant l'apport du Maroc pour contribuer à la stabilité. De par votre longue expérience en Afrique, vous avez évolué entre de hautes fonctions officielles, comme je l'ai dit au début de l'épisode. Vous avez été l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs et aussi le responsable américain pour le Sahel. Alors, à la lumière de toutes ces responsabilités passées, quel regard portez-vous sur la contribution du Maroc aux efforts américains tout au long de ces 5 dernières années et comment ces efforts ont-ils profité au continent africain dans son ensemble? Adam, permettez-moi de commencer par l'aspect sécuritaire. Le Maroc a contribué aux domaines les plus difficiles de la sécurité avec son bon partage de renseignements et avec sa participation à la coalition internationale contre Daesh, comme l'a dit Djidi, ainsi que les efforts colossaux du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, dans le but d'éradiquer ce fléau, et la participation du Maroc aux opérations de maintien de la paix. Lorsque j'étais l'envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, j'étais particulièrement reconnaissant de la contribution du Maroc à la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Permettez-moi d'évoquer le fait que c'est avéré ces dernières années, à savoir que l'usage de la force armée dans une région nécessite en parallèle un développement politique et économique. Le Maroc a été un pionnier à cet égard dans la région, tant en termes d'investissement que du développement économique. Le Maroc était un investisseur majeur en Afrique du Nord-Ouest. Il était l'un des investisseurs les plus importants au niveau du continent africain. Quant au plan idéologique, le Royaume a contribué à faire face à l'idéologie terroriste à travers la modération en islam, le juste milieu au Maroc, le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que commandeur des croyants, le modèle marocain en matière de tolérance et la formation d'imams d'autres pays islamiques tels que le Mali et d'autres Maroc. Tous ces faits ont également contribué au domaine de la sécurité et de la stabilité, parmi d'autres contributions marocaines. En fait, le problème que nous rencontrons souvent dans le cadre de notre émission est qu'elle est limitée par le temps. La richesse des informations que vous partagez avec nous nécessiterait des heures d'antenne. C'est pourquoi j'espère vraiment vous accueillir encore à l'avenir. Nous allons faire une courte pause et directement après, nous continuerons cette discussion passionnante avec notre invité. Restez avec nous. Nous voilà de retour avec le Maroc depuis Washington. Notre émission est consacrée aujourd'hui au 5e anniversaire du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Nous poursuivons la discussion avec notre invité, l'ambassadeur Peter Pham. Peter, vous savez que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a parlé avec force de l'importance de la réforme du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine. Alors quel est le problème? Quelles sont les réformes dont le CPS a aujourd'hui besoin et peuvent-elles être réalisées? Several things, challenges. Africa faces certainly challenges in conflict. En fait, il existe de nombreux défis et aspects. L'Afrique est certainement confrontée à des défis représentés par des conflits non résolus et des conflits qui n'ont pas encore éclaté. Il y a le défi de la gouvernance et nous avons été témoins de plusieurs coups d'État pour de nombreuses raisons dans un certain nombre de pays africains, en particulier au cours des derniers mois. Il y a également le défi de la lenteur dans la prise de décision. L'Union africaine répond souvent trop tard aux crises, car tant qu'un consensus n'est pas atteint entre les membres, les choses se passent autrement. Un autre aspect peut être ajouté, celui de l'équilibre. Pendant longtemps, l'Union africaine a connu, tout comme l'Organisation de l'Unité africaine, une guerre idéologique. Mais les choses s'améliorent aujourd'hui, car des pays comme le Rwanda et d'autres se sont efforcés d'œuvrer ces dernières années pour parvenir à un équilibre et avec la participation et la contribution du Royaume du Maroc, l'Union africaine s'achemine actuellement vers plus d'équilibre.
Ce qui me fait rire, c'est cette expression de guerre idéologique qui décrit bien la situation au sein de l'UA et le comportement de certains pays. Cela m'amène à parler de l'Algérie, qui tout au long de l'histoire de l'Union africaine a utilisé cette instance pour soutenir son agenda sur la question du Sahara marocain. L'Algérie a été à l'origine de l'attribution d'un siège au Front Polisario par l'Organisation de l'Unité africaine, ce qui était à l'époque vraiment choquant. De plus, depuis sa création il y a 20 ans, le CPS, le Conseil Paix et Sécurité, qui est l'organe de l'Union africaine chargé de faire exécuter les décisions de l'UA, a été sans discontinuité monopolisé et instrumentalisé par les 3 commissaires algériens qui l'ont successivement dirigé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui grâce à la nomination d'un nouveau commissaire, le diplomate nigérien Bankole Adeoye. Alors aujourd'hui, avec les développements observés depuis quelques années, qu'il s'agisse de la montée de l'extrémisme dans les rangs du Polisario, de la multiplication des frictions entre les Algériens et l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, ou encore de l'ouverture de plusieurs consulats généraux au Sahara marocain, avez-vous pu percevoir des changements dans la politique de l'Union africaine sur cette question du Sahara et sur l'agenda de l'Algérie qui ne trompe plus personne en jouant la carte anticolonialiste? Quel changement observez-vous au sein de l'UA? Est-il aussi radical dans la vision de l'organisation sur la question du Sahara, à la lumière, comme je le disais, de la reconnaissance par un certain nombre de ses membres, de la souveraineté du Maroc et de l'ouverture de représentations diplomatiques dans les provinces du Sud? Well, thanks, Adam. There's a lot to unpack there. Just one little data point I throw out. At the recent meeting of the African Union, the annual summit in Addis Ababa. Merci Adam. En fait, vous avez mentionné plusieurs points. Permettez-moi de commencer par le dernier sommet annuel de l'Union africaine qui s'est ouvert récemment dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. À cet égard, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a présenté devant ce sommet ordinaire de l'Union africaine le rapport de Sa Majesté le roi Mohamed VI, leader sur la question de la migration, sur le suivi de l'opérationnalisation de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Durant ce sommet, il n'y a pas eu une certaine évocation de la question du Sahara. D'ailleurs, pendant l'absence du Maroc de l'Union africaine, l'Algérie et d'autres pays ont essayé d'obtenir de l'Union africaine ce qu'ils pouvaient obtenir aux Nations unies en politisant cette question. Mais cela n'est pas arrivé cette fois. D'autant plus, j'ai suivi l'ouverture par plusieurs pays africains de représentation diplomatique dans les provinces du sud du Maroc. More than about half of them formerly in days past had recognized the Polisario. Right. So, you can see there just La moitié de ces pays ont reconnu le Polisario auparavant. Ainsi, des développements majeurs ont vu le jour avec le retour du Maroc au sein de l'UA et son activité à contre-courant et l'élection du Maroc pour un mandat de 3 ans comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où de nombreuses décisions sont prises sur des questions majeures liées à la paix, la sécurité et la gouvernance. So I think we're seeing an evolution. I'm a realist enough to say it won't happen in one day. Right. Rome was not built in a day. En fait, nous voyons de nombreuses indications d'une tendance très positive. Et ici, nous devons reconnaître qu'une partie de ce qui a changé pour le mieux est certainement due à la contribution du Royaume du Maroc. Oui, l'un des points notables que vous avez mentionné est qu'il y a des pays qui étaient par le passé dans le camp de ces extrémistes concernant le Sahara. Mais aujourd'hui, ces mêmes pays commencent à opter pour plus de modération et à s'ouvrir au dialogue. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ces derniers développements? Écoutez, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de discuter de cette question avec des hauts fonctionnaires de pays africains et j'ai appris que leur position découlait du fait qu'ils avaient hérité de décisions qui avaient été suivies il y a 2 générations et à une époque complètement différente. Ils n'étaient pas soit au courant que leur pays avait pris une décision publique sur l'orientation d'un problème parce qu'ils étaient loin de la région, soit qu'il n'y avait peut-être pas d'ambassadeur marocain résidant dans ce pays, ni de représentants du Polisario. Alors ils prennent des positions basées sur l'héritage de l'histoire. Mais lorsqu'ils participent ou s'en rendent compte, ils changent rapidement de position et il y en a d'autres qui ont hérité d'une vision de la diabolisation d'un pays qui n'était pas membre de l'Union africaine à l'époque.
Mais dès qu'ils ont participé ou expérimenté par eux-mêmes l'aide au développement, l'investissement économique et les apports positifs du Maroc, grâce à la sagesse du retour du royaume au sein de l'Union africaine, leur regard a changé et ici nous n'avons pas abordé la question de la migration, qui est une question beaucoup plus importante pour la plupart des pays africains que la question du Sahara marocain. Bien, permettez-moi de revenir sur un point que vous venez d'évoquer et que je trouve particulièrement pertinent. Vous avez dit qu'au cours des 5 dernières années, le Maroc était à l'origine de ce nouvel équilibre dans la région. Le royaume a comblé le vide en apportant des solutions économiques et sociales dans cette région et en misant sur la paix civile par opposition à l'idéologie de la guerre promue par l'autre camp. Alors, premièrement, quels sont les défis majeurs qui se présentent aujourd'hui au royaume ? Est-ce l'immigration, le changement climatique, le Covid ou autre chose? Et deuxièmement, quels défis le Maroc doit-il relever en priorité? Well, I think you rattled them off, Adam. So let's pick them off in that order. On migration, which is a serious challenge not only for African countries. Écoute Adam, je pense que tu as présenté un bon classement quant aux défis. Permettez-moi de les prendre dans l'ordre. La question migratoire représente un véritable défi non seulement pour les pays africains, mais aussi pour les pays nordiques de l'Union européenne, et le Maroc a joué un rôle de premier plan dans ce domaine grâce à l'inauguration de l'Observatoire africain des migrations à Rabat. Le fait que Sa Majesté le roi Mohamed VI et la diplomatie marocaine aient abouti à la conclusion du pacte mondial de Marrakech sur les migrations n'a fait que confirmer le leadership du Maroc sur cette question. En ce qui concerne les changements climatiques, il ne fait aucun doute que le Maroc joue un rôle d'avant-garde, car il est le premier pays au monde à obtenir la majorité de ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ainsi, le Maroc mène la locomotive comme un modèle grâce à son engagement inébranlable et continu. D'accord. Maintenant, je voudrais vous poser, et à Jidi aussi, la même question. Je commence d'abord par Jidi. Compte tenu de ce que Peter a dit concernant le rôle central du Maroc sur le continent africain, quel regard les États-Unis portent-ils et comment peuvent-ils soutenir les efforts du Royaume ? Je pense que les États-Unis voient le Maroc de manière très positive et saluent son rôle dans la résolution du problème d'immigration soulevé par Peter. Car la situation en Libye au cours des dernières années a permis à des milliers d'Africains de franchir les frontières illégalement via la Libye. Le Royaume du Maroc a joué un rôle très positif en essayant d'arrêter cette immigration clandestine. Merci. Peter, compte tenu de votre expérience dans la région et de vos responsabilités passées à la Maison-Blanche et au département d'État, comment les États-Unis considèrent-ils le Maroc et quels objectifs ont-ils en commun sur le continent? Écoute Adam, comme tu le sais probablement, le Maroc et les États-Unis sont d'anciens amis. Le Royaume est un allié incontournable pour les États-Unis. De plus, le traité d'amitié maroco-américain signé avec le Maroc est le plus ancien traité jamais signé par les États-Unis avec un autre pays. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. En outre, le Royaume a le statut d'un allié majeur des États-Unis, non membre de l'OTAN. D'autant plus, les diplomates marocains sont la meilleure source d'informations dans de nombreux pays, quant à l'investissement, la croissance économique et d'autres choses vitales. En fait, si nous voulons lutter contre l'extrémisme violent et arrêter l'immigration, nous devons assurer un développement économique basé sur les conditions locales et investir dans l'énergie et l'agriculture comme le fait le Maroc. Il s'agit en fait d'une guerre idéologique contre l'extrémisme. La contribution du Maroc est vraiment marquante à travers la formation des imams et le modèle marocain en matière de tolérance et de dialogue interreligieux. All these are wonderful examples that model. And so it's very important to have an African partner. Ce sont tous de merveilleux exemples fournis par le Maroc et il est important que les États-Unis aient un partenaire africain qui leur permette de s'y référer comme un modèle local et régional aussi. Mouchahedine al-Kiram, we've been really, I think, blessed to have
Chers téléspectateurs, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Nous avons pu apprécier la vision très pertinente de notre invité, Peter Phan. Il nous a transmis les informations d'un expert de la région et d'un politicien aguerri. Et j'ajouterais qu'il a une connaissance très profonde des valeurs humaines. On peut conclure de cette analyse qu'il n'y a pas de solution unique et que les problèmes africains nécessitent de grands efforts, tant au niveau politique, économique, social et religieux qu'au niveau de l'éducation, pour s'attaquer aux racines de la pauvreté. C'est en effet ce que le Maroc peut apporter au continent d'une manière particulière et unique en adoptant une approche holistique pour faire face à ces problèmes plutôt que de les traiter individuellement. Le Maroc comprend, c'est une certitude, le sens de l'écosystème du développement et met tout son potentiel et son influence pour faire avancer le continent africain. C'est pourquoi la décision du retour du royaume au sein de l'Union africaine il y a 5 ans était une décision sage et perspicace. Et pour cela, on peut dire avec clarté qu'un bel avenir attend l'Afrique. Je tiens à remercier notre invité, le diplomate Peter Pham. Merci également à notre chroniqueur, J.D. Gordon. Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.